En direct de l'Aube, allons rejoindre notre correspondant Alexandre Gascon. Non, c'est pas l'Aube, mais il est de bonne heure. C'est quelle heure, l'Aube? Non, ça s'appelle Vancouver, la ville. Donc, c'est en Oui. direct de Vancouver. Bon, c'est mais quelle là- heure? Attends un peu. Là, il est 7h20. Ah, c'est pas l'Aube. Mais non. C'est pas ça, l'Aube. Ben, Non. tout dépend de l'heure à laquelle tu t'es couché la veille. Puis c'est toujours une question de perspective. Donc, l'Aube, ça serait pas... C'est ça, c'est personnel, finalement. C'est chacun sa vérité. Non, exactement. L'aube, c'est personnel. Non, mais il fait encore... Ah, il commence à y avoir... le point du jour là, commence à percer à travers les rideaux, mais le soleil se couche plus tard ici et se lève un peu plus tard. Est-ce que tu as adopté... C'est un rythme de vie que tu as adopté? Ça me convient, ça. Ouais, Ouais, ben puis je pense que c'est le cas pour tous les journalistes qui couvrent le hockey, forcément, parce que t'es comme un peu décalé là, par rapport à la norme, si je peux dire. Tu te couches plus tard, tu essayes de te lever un peu plus tard, sauf quand on te dérange pour enregistrer un balado, mais sinon tu t'ajustes en conséquence. Donc, ouais, non, ça me convient. C'est comme merci de demander, Alexandre. Ça me fait plaisir. Non, mais je veux savoir si l'Ouest te traitait bien, là. Ah oui, l'Ouest me traite bien. Vancouver est une ville que j'adore. C'est magnifique. C'est une très belle ville. Oui. J'allais courir dans Stanley Park hier. Je sais que ça te plaît, ça te fait envie, ça, Alex? Course de 11 km dans Stanley Park, là. Je suis allé manger une poutine dans Stanley Park. C'était le fun. Ah ouais. Puis non, ça va bien. C'est très agréable. Et Edmonton était étonnamment doux. Alors que généralement, ce temps-ci de l'année, on paye le prix un petit peu plus, là, mais là, c'était pas le cas. Alors, non, c'est un très beau voyage. Ça se passe bon, on est content que tu te sois levé. Merci. Merci pour ça. Plaisir. Puis, pour vous, Martin, les gars, n'importe quand. Ça va, Martin? Oui, la vie est très bonne. L'Est te traite bien. L'Est me traite bien. Je suis avec vous deux. Ah, c'est pas pire. Tout va bien. On finit la semaine. C'est une bonne journée. Allons-y. OK, l'air de l'Ouest ne fait pas au CH. Tortorella fait du Tortorella. Et pourquoi il n'y a pas de plafond salarial en série? C'est tellement OK, épisode 307. Avec votre journaliste affecté aux affaires de l'Ouest. De l'Ouest. Et oui, tu as une question? Alors, non, évidemment. Je signifiais que c'était moi. Tu parlais de moi, là. Oui, je m'excuse pour ceux qui sont en audio. Je sais, j'ai promis, quand on a fait la transition, qu'on allait rester un balado. J'essaye fort. Alex levait la main, donc d'où la question. Il est votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, Alexandre Gascon. Salut! Bonjour, messieurs. Et il est le chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, Monsieur Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, les gars. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est un peu différent, évidemment. Ils ont des bons joueurs à l'attaque qui sont capables de puncher, marquer des buts quand ils ont besoin. Évidemment, on vient d'affronter les Oilers, qui est une équipe vraiment qui est vraiment skillée. Puis tous les autres, je pense que c'est une équipe qui était vraiment peut-être plus complète dans les trois zones. On l'a vu son offensive en troisième période, ils nous ont absolument rien donné. Une équipe qui n'a pas peur, comme j'ai dit, d'envoyer les pucks en fond de zone puis d'être vite sur le chic avant. Puis c'est une équipe qui est très rapide aussi. Donc je pense que c'est une équipe qui est bien bâtie. Alors, Samuel Montembeault, après le match contre les Canucks, mais cette idée aussi d'affronter des bonnes équipes, me semble, ça simplifierait le travail de tout le monde. Si les Canadiens jouaient, je sais pas, contre des équipes juniors ou de deuxième division en Allemagne ou un truc du genre. Mais non! Évidemment que les Oilers et les Canucks, ce sont de gros clients. Alex, t'étais là sur place? Oui. Qui va gagner la finale d'association de l'Ouest? Écoute, moi, les Canucks, je peux pas dire que j'y croyais beaucoup ou que j'y croyais beaucoup. Clairement, quand on va faire nos prédictions, là, je pense pas que je vais les mettre parmi mes favoris. Hier, ils m'ont quand même impressionné dans leur façon de jouer. Très simple, très intense, assez agressif, plutôt costaud. Ils ont brassé le Canadien toute la soirée, ce qui n'était pas du tout leur marque de commerce. Je pense qu'il y a vraiment l'empreinte de Rick Tocchet sur cette équipe-là. Et je sais pas là, qui vont affronter au premier tour. Disons qu'ils demeurent premiers dans l'association Ouest, puis qu'ils affrontaient Vegas. Parce que c'est un petit peu comme ça qu'ils sont en train de se profiler. D'emblée, j'aurais dit, pauvre Canucks. Peut-être qu'ils vont finir avec 18 points de plus au classement, mais ils vont se faire sortir au premier tour. C'est probablement encore... Je choisirais probablement encore Vegas, mais
honnêtement, ils m'ont quand même surpris hier. Alors, ouais, c'est ça, c'est une équipe intrigante. Parce que c'est une équipe relativement jeune, peu expérimentée, particulièrement en séries éliminatoires. C'est une équipe qui, il n'y a pas si longtemps, moi je me rappelle là, quand Marc Bergevin et compagnie ont été mis à la porte, c'était à la fin novembre 2021, ça fait pas tout à fait 2 ans et demi. Et les Canucks étaient en ville à peu près à ce moment-là. Ça allait très, très mal pour Vancouver aussi. On croupissait dans les bas-fonds. Et puis les chroniqueurs, les Martin Leclerc Vancouver-Ouest, ça se peut parce qu'il n'y en a qu'un, là, on s'entend. Mais ils écrivaient des chroniques pour dire les Canucks devraient avoir le courage de faire exactement la même chose que ce que le Canadien vient de faire. On fout tout le monde à la porte. On repart, on construit, on commence à zéro, etc., etc. Et en 2 ans et demi, c'est des équipes qui ont pris des voies complètement différentes. C'est sûr qu'il y avait une colonne vertébrale là, à Vancouver qu'on ne trouve pas avec les Canadiens. J'entends par là des piliers à tous les endroits. Elias Pettersson en attaque, Quinn Hughes en défense et Thatcher Demko devant le filet. Mais c'est impressionnant de voir à quel point ils ont été en mesure de devenir ou redevenir, en tout cas, cette puissance-là, même s'ils ont connu des années très, très difficiles. Ils ont participé aux séries seulement une fois dans les 8 dernières années. Et hier, j'ai quand même été impressionné par leur façon de jouer. Cela dit, je pense que les Oilers sont meilleurs. C'est ça la question. Je sais pas, là, je disais ça, parce qu'on a été gâtés. On a été gâtés. C'est ça. À défaut les partisans du Canadien ne l'ont pas facile, là, mais les amateurs de hockey cette semaine ont quand même eu deux beaux exemples de belles équipes. Toi, Martin, as-tu aimé ta semaine en ce sens-là? On a parlé un peu des Oilers avec Marc-Antoine dans le balado précédent. Moi, je pense que cette équipe-là est mûre pour remporter la Coupe Stanley. Tous les indicateurs sont bons. Le revirement de situation est impressionnant à Vancouver. Mais ça fait l'expérience en séries éliminatoires fait partie du bagage si tu veux aller loin. Ils n'ont pas eu cette expérience-là. Puis leurs leaders sont très, très efficaces. Je regarde JT Miller, c'est un très bon joueur pour eux. Quinn Hughes, parmi les meilleurs de la profession à la ligne bleue en termes de production de points, de défenseurs offensifs et tout ça, mais je sais pas s'ils ont la profondeur nécessaire pour faire un très long... Malgré leur excellence au classement, il y a des drôles de joueurs dans cet alignement-là. Et hier, moi, écoute, j'ai été impressionné. C'est drôle. On parle d'une équipe de premier plan, mais un joueur qui a retenu mon attention durant le match, c'est Noah Juulsen, que j'ai trouvé très bon, très impliqué physiquement, qui a donné beaucoup de bonnes mises en échec. Puis Juulsen, c'est sûr que son nom, on porte attention parce que c'est un ancien premier choix du Canadien qui ne l'a pas eu facile, qui a eu des blessures, qui a manqué énormément de matchs. Je pense qu'avant cette saison, il n'avait pas disputé plus que 23 parties au cours d'une saison dans la Ligue nationale. Donc, ça a été un parcours du combattant là, depuis, donc dans les 6-7 dernières années, pas plus que 23 matchs dans une saison. Et on a déjà 51 parties de jouer. Puis je me disais, donc, c'était pas un match qui avait une grande signification hier. Fait que j'ai été impressionné par Juulsen. Mais, écoute, va falloir... Ils ont le fardeau de la preuve, les Canucks. Là. Ils ont fait un gros revirement en peu de temps. Ils ont une très, très bonne saison. On sait qu'ils ont de très bons joueurs, sont capables de marquer des buts, tout ça, mais j'ai de la difficulté encore à les placer parmi les... écoute, parmi les 3-4 équipes les plus susceptibles d'aller loin dans l'Ouest. De toute façon, c'est ce que c'est. Là. C'est aussi une équipe qui en a arraché il y a 2 ans et demi. Ils sont là, ils sont en train de tourner le coin. Mais l'aspect robustesse, tu l'as évoqué, Alex, c'est quelque chose pas que j'avais sous-estimé, mais c'est une équipe qui est plus lourde que je pensais. Oui. Nikita Zadorov, ça a été un ajout quand même de taille, je pense, cette année. Bon, il a marqué 2 buts, mais au-delà de ça, c'est un costaud qui dérange. Tyler Myers s'est retrouvé, ce qu'on disait à Vancouver il n'y a pas si longtemps, c'est que ce contrat-là, il gagne 6 millions par année. Ce contrat-là était épouvantable, que malheureusement, ça avait été une gaffe sur toute la ligne, qu'il n'était pas en mesure de jouer à
à la hauteur de la valeur de ce contrat puis de ce qu'on lui avait donné. Et puis cette année, c'est un revirement de situation. Il est quand même assez solide. Carson Soucy n'est pas un gars qui a peur du jeu physique non plus. Ian Cole jouait pas hier. Sakic disait qu'il est un petit peu magané. C'est ce qui a permis à Jolson ce qui lui a permis d'insérer Jolson dans la formation. Zadorov est énorme. Capable de donner des mises en échec. Le Tanner Pearson s'en souvient certainement ce matin encore. Et il s'est fait sonner les gorlots solides sur le bord de la bande par Jolson. Donc, une équipe quand même plus robuste que ce qu'on aurait cru, a passé la soirée à bardasser le Canadien. D'ailleurs, les joueurs du CH étaient frustrés, c'était manifeste, on les voyait vraiment. Il y avait toutes sortes de raisons pour expliquer ça aussi, là, certaines décisions des arbitres qu'on n'a pas aimées, toutes sortes de petits jeux qui tournaient pas en leur faveur, puis qui ont fait en sorte qu'on a commencé à chialer, puis à accumuler cette frustration-là, puis je pense que ça les a déconcentrés. Là. Même Matheson l'a admis à mot couvert, puis Raphaël Harvey-Pinard aussi, en disant il va falloir faire un meilleur travail là, pour se gérer nous-mêmes quand ça commence à déraper comme ça. Mais, alors oui, il y a eu des décisions des arbitres là-dedans, mais il y a aussi le fait que les Canucks étaient fatigants. Là. Puis on se faisait un peu brasser, probablement trop à notre goût. Et Goulet a eu une soirée difficile, honnêtement. Ça bourdonnait autour de lui tout le temps. Il était quand même ciblé. surpris. On les voit pas si souvent, les Canucks. Ils jouent tard, d'ailleurs. Hein? Vous avez dû vous coucher tard, messieurs. Ouais. Mais non, c'est quand même une équipe qui m'étonne. Moi, je les voyais pas du tout là. Comme je vous disais d'emblée, j'y crois pas tant aux Canucks. C'est pas. Je pense qu'ils ont encore beaucoup d'expérience à aller chercher, puis de revers à subir, là, de déconvenus, de déceptions pour éventuellement grandir ensemble et tout. Mais en même temps, ce sera pas facile parce qu'ils ont de bons meneurs. Puis Martin parlait de JT Miller, c'est probablement le plus bel exemple. Là. C'est vraiment un guerrier. Il joue tough. Il est extrêmement respecté dans ce vestiaire-là. Il est encore au sommet de son art, là, d'un point de vue talent, production, etc. Donc, c'est une équipe intéressante pour vrai à suivre. J'ai vraiment hâte de voir. Mais c'est sûr que ça va être compliqué pour quiconque se tape Vegas là, d'entrée de jeu. Et parce que risque de terminer avec le dernier laissez-passer dans l'Ouest, ce qui fait que les Canucks ont des bonnes chances de les affronter, ou sinon peut-être Winnipeg. Bref, il y a une des meilleures équipes canadiennes là, qui va être défiée fortement dès le début. Tu as évoqué, Alex, la frustration. C'est un peu le thème clé chez les Canadiens cette semaine, j'ai envie de dire, parce que même à Edmonton, de vos mots que j'ai lus, j'ai cru comprendre que c'est ce qui transpirait de ces après-matchs-là. Et Martin, c'est quelque chose dont on a parlé à quelques occasions cette année, puis on référait à l'année passée. Tu sais, l'année passée, à ce temps-ci, on se disait, bon sang, ils ont de la misère, mais on sentait l'implication, ou enfin une émotion là, qui faisait en sorte que on avait l'impression que cette équipe-là se laissait pas trop abattre. Cette frustration-là, cette semaine, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. C'est la moindre des choses que les gars soient frustrés de la façon dont les choses se passent. On en a parlé il y a quelques semaines. Je pense que l'équipe était dans un creux de vague, puis on sentait que les joueurs commençaient à décrocher un peu, mais je trouve que dans les dernières semaines, ils se sont battus avec les armes qu'ils ont, mais on le voit match après match, les mêmes choses reviennent. Et c'est drôle, on dirait que la situation s'est inversée un peu chez les Canadiens. Il y a eu une période où l'avantage numérique fonctionnait à plein régime, où c'était catastrophique d'un point de vue défensif, mais où l'équipe parvenait quand même à aller chercher un nombre raisonnable de chances de marquer par match, puis à produire offensivement. Puis on parlait du premier trio du Canadien qui était parmi les plus productifs depuis la pause du match des étoiles dans la Ligue nationale, etc. Et là, la défensive s'est resserrée. L'équipe joue de façon
de façon plus structurée défensivement. L'unité de désavantage numérique va mieux. Puis là, ils ont extrêmement de difficultés à générer des chances à l'attaque, à générer de l'attaque. Hier, seulement 7 chances de marquer encore. Et c'est arrivé souvent dans les derniers matchs où il y a eu moins de 10 chances de marquer. L'avantage numérique, je pense, depuis le 10 février ou depuis la mi-février, est à 10 ou 11 alors, c'est une équipe qui a des creux de vague, dont les inconstances se promènent, mais c'est aussi une équipe qui est démunie. Là, Joshua Roy, est fini pour le reste de la saison, blessé à une main, mais c'était devenu un joueur, même si ça démontre un peu la situation du Canadien, là, même si c'était un joueur qui avait commencé la saison à Laval, recru, rappelé en cours de saison, il était devenu un joueur performant dans cet alignement-là. Alors, c'est une équipe démunie qui essaie de finir, je pense, sur une note honorable, mais c'est très, très difficile. Là, on est rendu à quoi? 4 victoires dans les 19 derniers matchs. Et veut pas, c'est difficile de garder la tête haute à un moment donné là, quand tu accumules échec par-dessus échec. Ouais. En avantage numérique, c'est quand même un département qui allait mieux pendant un bout de temps. Là, c'est 0 à leurs 14 dernières occasions, là, en 4 matchs et demi environ. Puis, tu sais, Alex parlait de frustration. Il y en avait hier par rapport au Canucks, à la façon dont le match s'est déroulé. Puis, on a comme senti un peu que ça nous glissait entre les doigts rapidement, entre autres à cause de certaines décisions des arbitres ou d'autres qui ont pas été prises. Puis, ça nous fâchait. On s'est laissé emporter et tout. Ouais. Et la frustration contre les Oilers n'était pas la même. C'était la frustration de pas être en mesure, j'ai emprunté une expression à nos confrères anglophones, mais de tourner le coin, là, de pas être en mesure d'enfin finir du bon côté de l'histoire puis pouvoir célébrer une victoire. Et, ils ont perdu contre les Oilers en prolongation, c'est vrai. Puis Trevor Letowski, hier, disait... c'est un peu un flip de coin, là. On joue, c'est du 50-50, sauf qu'il continue de le perdre toujours, là. Ce pari-là, si on veut dire. Donc, il y a quelque chose là-dedans aussi. Tu sais, oui, ils ont poussé les Oilers dans leur retranchement jusqu'à un certain point, mais ultimement, ils n'arrivent pas à finir le travail. Puis c'était plus cette frustration-là, la frustration d'avoir réussi à faire ça avec les Oilers, d'avoir réussi à faire ça avec les Bruins, avec les Maple Leafs, avec les Rangers, avec les Panthers, tout ça dans les dernières semaines. Et tous ces matchs-là se sont soldés par une différence d'un but, tous en prolongation, sauf les Leafs, qui ont gagné 3-2 en temps réglementaire. Mais donc c'est la frustration d'être là, d'être présent, de les tenir, de sentir qu'on est capable de rivaliser, mais ultimement, de jamais gagner. Et puis, c'est une ligue qui est serrée, donc perdre par un but. Je comprends que le Canadien, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs qui s'est terminé par une différence d'un but, mais ils en ont perdu énormément. Et puis, ça veut dire quelque chose aussi. Alors, Martin dit souvent, c'est une ligue de 3-2. Il faut être en mesure de gagner ces matchs qui sont un petit peu plus serrés là. Ils sont en mesure de les jouer. Ils sont pas en mesure de les gagner. Et ça fait en sorte qu'il y a énormément de frustration qui s'accumule. La frustration contre les Canucks d'hier, c'était autre chose. C'était plus espèce de chaos d'un match qu'on contrôle pas puis qui tourne pas en notre faveur. Ouais. Tandis qu'à Edmonton, c'était vraiment Ciboulette, on est là, on fait ce qu'il faut, on joue de la bonne façon. Ça a été plutôt étanche défensivement. On n'a pas donné grand-chose à Edmonton à 5 contre 5. Mais malgré tout, on n'y arrive jamais. T'sais. Donc, ça démontre qu'il y a quand même... On est encore loin. Dans le fond, c'est un peu le sens de mon texte mardi soir. Là, si près, parce que théoriquement, on est juste à un but, mais en même temps, si loin. Ouais. Ça me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, en 2011, l'année où les Bruins avaient remporté la Coupe Stanley, les Bruins avaient affronté le Canadien au premier tour. Gagné en 7 matchs. En 7 matchs, les Bruins. Est-ce que ça avait été en prolongation, ce 7e match? Ou, ça peut, je pense en tout cas, peu importe, de façon très serrée. Et dans son bilan... C'était pas le but de Nathan Horton, ça, qui avait fait la différence, ça? Ouais, je pense que c'est ça. Oui, et dans son bilan de fin de saison, Pierre Gauthier, directeur général, avait dit, voyez, c'était pas dans son bilan le lendemain de la saison, là, mais dans un point de presse donné un peu plus tard au printemps, il avait dit, écoutez,
regardez, on a perdu en 7 matchs contre les gagnants de la Coupe Stanley. Là, fait qu'on n'est pas si loin que ça. Mais il n'y avait aucune comparaison entre les deux équipes. Fait que c'est ça. Même l'année d'après, le Canadien avait terminé. L'année d'après, il repêchait Galchenyuk au 3e rang. Là, donc, on s'entend que c'était pas. Exact. Et c'est ça, il faut faire attention. Et j'ai vu beaucoup de questions comme ça au cours des dernières semaines où Martin Saint-Louis se faisait questionner à savoir, vous êtes vraiment prêts, il ne manque pas grand-chose, qu'est-ce qui manque? Mais tu sais, il manque beaucoup de choses. C'est une équipe qui fait de son mieux, je pense, qui donne un effort honnête, puis qui... Ils ont resserré défensivement, ils essaient de limiter les chances, ils essaient de faire leur possible, mais il manque vraiment d'outils pour gagner des matchs. Puis ça fait en sorte que l'équipe glisse. Depuis, je parlais du 10 février tantôt, l'équipe est 31e dans la Ligue depuis le 10 février. Alors, ça va être bon pour le repêchage, mais c'est pas très agréable comme fin de saison pour les gars. Là. C'est pas mal tout. Hey, on termine là-dessus sur le Canadien. C'est comment la vie sans Martin-Saint-Louis? Est-ce que ça paraît? Ça a paru samedi dernier à Calgary. C'était chaotique. Ça avait été une journée chaotique, puis Letowski l'a admis sans aucun problème. Là. Les entraîneurs ont appris le départ de Saint-Louis le vendredi soir. Le match était samedi soir. Les joueurs, eux, l'ont su seulement le samedi matin. Quand ils tiennent leur réunion matinale, là, que Saint-Louis préside normalement, il n'était pas là. Letowski a pris sa place puis a expliqué à ce moment-là. Donc ça, c'était la journée même. Un peu tout le monde a admis que ça avait quand même, ça les avait un peu secoués. Tout le monde dit à quel point, tous les joueurs répètent sans cesse à quel point c'est notre meneur, c'est le gars, là, c'est la tête d'affiche, puis c'est le grand leader de cette équipe-là. Puis, c'est une bonne chose. Ça peut aussi pas être inquiétant, mais en tout cas, on peut se demander à quel point il prend une place trop importante, si je peux dire, dans ce vestiaire-là. Pas à cause de lui, mais peut-être parce que les autres en prennent pas davantage. En tout cas, bref, tout ça pour dire que samedi, ça a été chaotique. Letowski, ça faisait 5 ans qu'il ne s'était pas retrouvé derrière un banc dans le rôle d'entraîneur-chef à dicter, à commander, puis à prendre les décisions. Ça va extrêmement vite, là. Mais rapidement, ça s'est placé, je trouve. À Edmonton, puis à Vancouver, ça s'est placé. Il y a eu des entraînements complets le lundi avant le match contre les Oilers, le mercredi avant le match contre les Canucks. Il a pu un peu implanter son truc. On s'entend qu'il s'inscrit dans la continuité. Là, il dit « Je parle à Saint-Louis à tous les jours ». Il n'y a rien, les tactiques sont les mêmes, il n'y a rien de nouveau. Là, on ne va pas se mettre à ajouter des couches en ce moment. On demande la même chose aux joueurs. N'empêche que ça a été plus rocambolesque. Et puis, normalement, ils sont 4 derrière le banc. Hein? Alors, Stéphane Robida s'occupe des défenseurs. Et puis, Martin et Letowski choisissent les trios, font des ajustements si besoin est, tentent de choisir leur confrontation selon les adversaires qui sont envoyés sur la glace. Puis Alex Burrows est plus dans l'interaction individuelle, dans les correctifs sur le coup, là, sur le champ. Il y a un revirement qui a été commis par Jordan Harris, quelque chose où c'est passé ce qu'on appelle un breakdown dans le système, là, une défaillance. Il va revenir là-dessus très, très rapidement quand le joueur revient au banc, on en parle. Et c'est un peu cet aspect-là qui a pris le bord. C'est ce que Letowski nous expliquait. Là, cet aspect-là a un peu pris le bord pendant les matchs parce que là, à 3 derrière le filet, Robida, ça ne change pas. Il continue à faire son boulot. Et puis, là, Burrows assiste davantage Letowski dans sa gestion du match, là, à la petite seconde, si on peut dire, là, les ajustements à faire collectivement pendant la rencontre, à ce que l'adversaire nous envoie, les décisions sur les trios, les confrontations, tout ça. Donc, à ce niveau-là, c'est la même force de frappe, si je peux dire, les mêmes ressources humaines, mais on a un peu délaissé les correctifs individuels. On en jasait avec certains gars comme Harvey Pinard et tout, ils disent effectivement là, c'est pas exactement la même chose, mais en même temps, on est des grands garçons, puis on peut regarder sur l'iPad par nous-mêmes, puis on peut essayer de les apporter. Fait il y a une diminution dans cet apport-là d'enseignement très ciblé. Précis, ouais. Mais c'est à peu près tout, là. C'est quand même fou de penser que il y a quelques décennies, il y a des gars qui dirigeaient des équipes tout seuls derrière le banc. Là.
de voir le niveau de support qui est offert aux joueurs maintenant. Peut-être même parfois qu'il y en a trop, je ne sais pas. Tortorella qui avait banni les iPads, c'est la saison dernière, je pense, chez les Flyers, mais c'est impressionnant de voir à quel point ça a évolué, l'encadrement et la gestion du match, et à quel point c'est détaillé maintenant. Tortorella qui fait des vagues. Ça allait bien. Ça allait bien. Le gars, il prend une équipe qui est en reconstruction ou enfin qui n'est pas supposée faire les séries. Les Flyers sont dans le portrait des séries depuis le début de la saison. Fait dire à certains ici que comment... C'est ça. C'est le genre d'entraîneur qui peut amener une équipe moyenne, qui peut faire performer davantage une équipe moyenne. Il y a du monde ici qui aimerait ça, à Montréal, peut-être. Et là... je sais pas pourquoi et comment, mais... puis c'est toi, Martin, qui nous faisait remarquer que c'est pas la première fois. C'est ça. Petite chicane publique. Là, c'est Sean Couturier qui a été laissé de côté. Moi, la nouvelle m'est parvenue par des analystes qui critiquaient un peu la réaction de Couturier, que je suis allé voir, que j'ai pas... T'sais, Couturier, c'est le capitaine de cette équipe-là depuis, un mois, un peu moins, un peu plus. C'est un joueur important. Il est laissé de côté. Les journalistes, ils disent es-tu content? Il dit non, je suis pas content. Tu sais, je veux dire, il me semble qu'il y a eu une réaction tout à fait. Je ne vois pas comment il aurait pu réagir. La seule autre réaction, ça aurait été de ne pas parler aux journalistes, mais il y a eu une réaction tout à fait correcte. Il a dit qu'il n'était pas content. Il n'était pas content de la façon dont il était traité depuis quelques semaines. Ah, ben j'étais peut-être pas attentif. Ouais, non, j'ai entendu ça, mais c'est peut-être pas dit. Ouais, mais c'était pas frontal comme en fait de la façon dont ça a été dit. Puis il répondait à une question. Là, il s'est pas levé en disant je suis pas content. Et si vous voyez l'extrait, il a l'air un peu dépité. Là, on le serait à moi. Puis je dis pas ça pour excuser Couturier ou quoi que ce soit. Là, j'ai pas d'intérêt là, d'un côté ou de l'autre, mais j'allais dire que c'est ça, Tortorella, ça va bien. Puis là, il fait ça avec Couturier, mais par le passé, c'est arrivé souvent aussi. On a déjà pensé à Pierre-Luc Dubois aussi avec comment ça avait été géré. C'est comme ça, à un moment donné, là, les fils se touchent, là, puis là, puis comme tout le monde regarde, on s'en rend compte. Oui, bien, je pense que c'est une constante dans la carrière de John Tortorella. C'est pas un entraîneur qui travaille nécessairement main dans la main avec les leaders, ceux qui sont les leaders ou les plus hauts salariés dans son alignement. À Tampa Bay, souvenez-vous, là, quand il est arrivé à Tampa Bay comme entraîneur en chef, il avait enlevé le titre de capitaine à Vincent Lecavalier, puis il le clouait au banc souvent en disant « t'es pas assez efficace défensivement » et tout ça. Et c'était du jamais vu, je pense, à l'époque, de voir quelqu'un arriver puis de retirer le titre de capitaine à quelqu'un. Là, quand tu arrives puis il y a un capitaine en place, tu fais avec puis tu l'aides à grandir dans son rôle. Je pense que c'est quand tu es gestionnaire dans une organisation... Ton rôle, c'est de faire grandir ceux qui sont autour de toi. Et tu sais, Sean Couturier, c'est un joueur qui porte les couleurs des Flyers depuis longtemps. Il a été nommé capitaine de l'équipe le 15 février dernier. Ça fait pas longtemps, là. Et avant de prendre cette décision-là, j'imagine que le directeur général, l'entraîneur se sont parlé. Il y avait une longue feuille de route derrière lui. Et dès le soir où il a été nommé capitaine, son temps de jeu a été coupé à 12 minutes. Le soir même, là, où il a porté le C pour la première fois, ça c'était pas arrivé depuis le début de la saison. C'était 6 minutes de moins que son temps d'utilisation habituel. Et systématiquement, depuis qu'il a été nommé capitaine, Sean Couturier joue moins. En 14 matchs, il a joué au sein de 11 trios différents. Il a changé de trio 11 fois. Donc, Tortorella, cette semaine, mardi, en a remis une couche en le rayant de l'alignement pour la première fois de sa carrière.
Et il a rayé de l'alignement dans un deuxième match hier soir, jeudi, contre les Hurricanes de Caroline. Et bon, Couturier a dit « Je suis frustré de la façon dont je suis traité récemment. » Et je le comprends. Là, on s'entend que ça déboule pas mal vite pour un... Et Couturier, je pense, a été témoin de ça la saison dernière. John Tortorella s'est mis à rayer de l'alignement la saison dernière. Kevin Hayes, qui était le meilleur marqueur de l'équipe, qui était un assistant capitaine, un vétéran respecté. Son équipe, ça avait de la difficulté, puis il rayait de l'alignement son meilleur marqueur. Et il a fait ça souvent. Il a fait ça souvent au cours de sa carrière. Souvenez-vous, avec Brandon Dubinsky à Columbus, il lui avait enlevé son titre de capitaine au mois d'octobre et il s'est mis... les Rangers, les Blue Jackets étaient dans la course aux séries à la fin du mois de mars. Et il jouait un match à Madison Square Garden, l'ancienne équipe de Dubinsky, et il l'a rayé de l'alignement pour la première fois depuis qu'il était à Columbus, Dubinsky. Et il l'a fait aussi, souvenez-vous, avec Roberto Luongo à Vancouver. Luongo revenait en 2014 des Jeux de Sochi, avait gagné la médaille d'or. Et quand il est revenu des Jeux de Sochi, il l'a cloué au banc pendant 3 matchs. Et le 3e match, c'était la classique extérieure, la classique héritage que les Canucks jouaient au stade BC Place devant 54 000 personnes. Et Tortorella le clouait au banc en disant c'est Eddie Lack, notre jeune gardien recru, qui nous donne des meilleures chances de gagner. Alors, et le gars revenait, tu sais, et c'était un leader aussi, Luongo. Il avait été nommé capitaine, même s'il était gardien. Alors c'est un entraîneur qui attaque de façon frontale ses leaders. Tu parlais de Pierre-Luc Dubois aussi. Aussitôt que Pierre-Luc Dubois a signifié qu'il n'entendait pas, qu'il voulait quitter Columbus, là, Tortorella s'est mis sur son cas et ça a mal tourné. Et la plupart de ces gars-là qui sont victimes d'attaques frontales comme ça finissent par quitter l'équipe rapidement. On dirait que Tortorella prend un peu met un peu les mains sur le volant du directeur général. Et quand il décide qu'il a assez vu un joueur, il s'arrange pour le pousser vers la porte de sortie. Et tu sais, je me demande, c'est quoi les bienfaits dans le cas de Couturier, là, depuis qu'on joue avec son temps de jeu comme ça. Les Flyers ont gagné 5 matchs sur 14, alors qu'ils étaient très, très bien placés pour participer aux séries éliminatoires. Et puis là, il en remet. Et tout le monde, à travers la Ligue, dit « Ah, ben, tu sais, Tortorella, il est comme ça. Il traite tout le monde de la même façon. » Mais si tous les autres entraîneurs dans la Ligue nationale essaient d'avoir des bonnes relations avec leurs leaders ou respectent la feuille de route de leur leader... C'est particulier. Ben, tu sais, il y en a un qui ne suit pas la parade comme les autres. Puis est-ce que sa façon est meilleure? Je ne suis pas... Même si c'est un entraîneur qui a du succès, là, il y a beaucoup d'entraîneurs, d'autres entraîneurs qui ont du succès en respectant leur leader. Alors, je trouve ça très particulier. Et tu viens de faire la démonstration là, que c'est c'est systématique. C'est pas un hasard. Là, c'est une façon de faire. Il procède comme ça. Et là, c'est juste le plus récent exemple. Mais on dit toujours que Torto ne regarde pas le numéro là, en arrière du chandail, puis tout le monde égal. Tu mettras ça sur un T-shirt, c'est bon, ça. Ouais, mais tu sais, on dit ça souvent. Des fois, il y a des entraîneurs qui arrivent dans des équipes qui ont des valeurs très claires, bien établies, bien expliquées, puis qui les respectent à la lettre, tu sais. Je ne veux pas faire une comparaison directe entre Tortorella et André Tourigny, par exemple, mais Tourigny nous a souvent expliqué que dans son organisation, lui, il a, je pense, ses 4 points cardinaux, si on peut dire, là, ces 4 valeurs cardinales, des conditions sine qua non que tout le monde doit respecter. Puis si ça ne fonctionne pas, ben peu importe c'est qui, tu prends le bord un peu. Tu arrives en retard à l'autobus, t'appelles, bon, qui c'est qui est un gros nom en Arizona? Clayton Keller, mettons. Son adage, André Tourigny, c'est les règles n'ont pas d'émotion. Alors, quand on établit des règles, même si c'est le directeur général qui arrive en retard pour prendre l'autobus part quand même. Ça aussi, ça se met bien sur un T-shirt. Les règles n'ont pas d'émotion. Bon, pour ce qui est de Couturier, peut-être pas assez près de l'équipe pour... Je pense que c'est vraiment un cas de gars de beat, ça, là, de gens qui sont au quotidien. Oui, son temps de glace a diminué beaucoup,
En même temps, je regarde ça en 14 matchs, il n'y a aucun but, 3 passes, il est moins 13. Dans aucun match, Couturier a terminé avec un différentiel positif pendant ces 14 rencontres-là. Les Flyers ont une fiche largement perdante. C'est certainement un message qu'il essaie de passer. Il trouve probablement que son capitaine ne lui en donne pas assez. Et puis, à ce moment-là, il regarde, t'en donnes pas assez, t'es pas au niveau de performance qu'on espère de toi. Prends une pause, puis bon, les règles n'ont pas d'émotion. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ah ouais. C'est sûr que Couturier, c'est dur à prendre. En même temps, c'est pas étonnant là, que ce gars-là rencontre un passage à vide comme ça. T'sais. Il n'a pas joué beaucoup dans les dernières années. Exact. Il n'a pas joué du tout de la saison dernière, 2022-2023. Écoute, je sais pas si je lui porte malchance, mais je me rappelle qu'entre le début de cette saison-ci et avant les Jeux de Pékin, moi, la dernière fois que j'ai fait une entrevue avec Couturier, c'était juste avant, c'était dans un hôtel, juste avant que le Canadien affronte les Flyers à Montréal. Puis ça va rappeler des mauvais souvenirs à tout le monde. On est un petit peu avant Noël 2021, donc 2 mois avant les Jeux olympiques de Pékin. On pense encore à ce moment-là que les joueurs de la LNH vont y aller. Étions-nous naïfs. Et puis, donc, on rencontre Couturier, tout ça. Et il y a des problèmes au dos, il y a mal au dos. Et finalement, le lendemain, le virus Omicron, le variant Omicron de la COVID-19 prend de plus en plus de place dans les derniers jours. Et le Canadien joue ce match contre les Flyers au Centre Bell, mais nous fait revivre les moments, plus personne dans le Centre Bell. Donc, l'espace d'un match, là, il n'y avait plus personne dans le Centre Bell, pas de partisans qui pouvaient rentrer. Et ça a été le dernier match que Sean Couturier a joué avant le début de la saison de cette saison. Ça faisait presque 2 ans, tu sais. Ouais. Il y a un certain âge maintenant et tout. Je pense que c'est extrêmement difficile à rattraper ou, étant un athlète super talentueux, a été en mesure de bien jouer, particulièrement pendant la première moitié de saison, mais ça se peut que tout ça sur une campagne qui n'en finit plus, rendue à 50, 55, 60 matchs, finissent par l'épuiser. Est-ce qu'on en était là? C'est difficile à dire, mais c'est très typique de John Tortorella. J'espère pour Couturier là, que ça ne nous mènera pas à une conclusion comme vous la décriviez tantôt, là, c'est-à-dire quand il s'en prend certains joueurs, généralement c'est le début de la fin un peu entre guillemets. Il y a aussi des histoires où ça s'est réglé, tu sais, parce que les joueurs aiment généralement Tortorella, puis on en parlait, je pense, il n'y a pas si longtemps dans un balado où sa réputation est quand même très, très bonne là, auprès des joueurs qui disaient oui, il est très sanguin, il est bouillant, il est du genre à péter des coches, mais on est capable de s'expliquer, puis après ça, on passe à autre chose. Alors, pour lui, c'est très important de participer aux séries éliminatoires, beaucoup plus que pour Daniel Brière, je pense, qui disait récemment, on aimerait ça, on veut y participer, on est en position, mais c'est pas... ça n'avait pas l'air d'être de faire foi de tout. Ouais. Et Brière encore aussi disait, je pense que ça devait être à la réunion du directeur général en début de semaine, il disait Tortorella, c'est ça, puis il regarde pas le numéro en arrière du chandail ou le nom, là, puis lui, il prend ses décisions. Alors, ouais, et ça m'a fait, Alex, moi, j'aimerais ça voir, je comprends que le directeur général doit supporter son entraîneur s'il se fait poser des questions. C'est une situation comme celle-là survient, là. Mais je te gagerais probablement mon fonds de retraite et ma maison sur le fait que quand Daniel Brière a nommé Sean Couturier capitaine, quand la direction a nommé Sean Couturier capitaine il y a 1 mois, que Daniel Brière ne s'attendait pas à voir son capitaine être rayé de l'alignement de cette façon-là. Et ça doit créer un malaise à l'interne parce que Sean Couturier, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, habitait chez Daniel Brière. Mm-hmm. Sean Couturier, c'est en quelque sorte l'oncle, le jeune oncle amusant des fils de Daniel Brière. Ouais. Et s'ils l'ont nommé capitaine, c'est parce que j'imagine que Daniel, au premier rang, a un immense respect pour Sean Couturier. Et ça crée, je suis sûr que ça fait sourciller là, dans les bureaux et que l'équipe de direction dit « OK, on va supporter notre entraîneur ». Le même entraîneur qui a été suspendu pour 2 matchs récemment alors que son équipe était aussi en pleine course aux séries éliminatoires. Il n'y a pas de bonne... c'est pas un bon mois. C'est comme erratique un peu. Là. Mais tous les arguments que tu as avancés sont vrais.
sur le fait que, bon, Couturier, dans les 14 derniers matchs, a été moins performant, mais en même temps, c'est difficile c'est difficile de assumer qu'il s'est transformé, qu'il y a eu une date de péremption comme un vieux yogourt entre dans la nuit. Entre le moment où on lui a cousu un C sur son chandail et le moment où il est arrivé sur la glace ce soir-là. Mais c'est une situation, je trouve, qui crée des distractions dans une équipe qui se bat pour une place en série. Et c'est extrêmement particulier qu'un vétéran entraîneur alimente ça. J'essayais de dire tantôt, quand je disais c'est systématique, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que visiblement, il y a comme c'est une façon d'asseoir son autorité. Oui. Et comme c'est récurrent, parce que c'est vrai. T'es rendu capitaine, mais c'est pas toi le boss. Exact. C'est ça. T'es pas plus haut que les autres. Du moins, c'est à ça que ça ressemble. Je dis juste que c'est à ça que ça ressemble. Et ça, ça dépasse, puisque ça se répète, c'est parallèle à la situation de chacun de ces joueurs-là dont on a parlé. Est-ce que effectivement Couturier mérite de passer son tour ou non? C'est une question intéressante. Mais je veux dire, je pense que cette réaction-là de Tortorella, elle est. Il y a un modèle. Peu importe le. Oui. Ben, c'est assez typique. Mais c'est ça. La donnée qui nous manque, c'est comment tout ça est géré derrière les portes closes. Puis je pense que Tortorella aussi colérique là, est-il ou pense-t-on qu'il est, a quand même la réputation de bien faire ça, puis d'être un bon communicateur, puis d'être authentique, de mettre carte sur table. Et c'est ça. Et les joueurs l'apprécient aussi. Il y en a d'autres athlètes à qui on a retiré le C dans les dernières années. Blake Wheeler, vous direz, il est parti de la saison suivante. D'accord. C'est vrai. Et puis, Joe Thornton aussi, avec les Sharks de San Jose, je me rappelle, il était capitaine de cette équipe-là depuis un bout de temps. Puis, un jour, on trouvait que c'était peut-être trop de responsabilité, en plus du fait qu'il avait un peu apporté le poids de cette attaque-là sur ses épaules. Mm-hmm. Et ça n'a pas empêché que la collaboration s'est poursuivie là, à San Jose, entre Marleau, lui, Pavelski, tout ça. Et Logan Couture, qui, lui, ultimement a été capitaine quand tout le monde est parti. Mais c'était pas annonciateur d'un divorce, nécessairement. Ouais. C'est ça. C'est pas Tortorella, là, on s'entend, mais je veux dire, c'est quand même, c'est se faire retirer le titre de capitaine. Dustin Brown à Los Angeles. Dustin Brown à Los Angeles avait été le gars qui avait mené les dernières conquêtes de la Coupe Stanley. C'était lui le leader émotif de cette équipe-là. Pas le meilleur joueur, mais certainement un de ses leaders émotifs. Et puis, on lui avait retiré le titre de capitaine pour le donner à Kopitar. Puis, ça avait été un incident diplomatique. Là. Il avait fallu faire preuve d'énormément de délicatesse et puis déployer des trésors de communication pour lui faire avaler la pilule, mais ça avait fini par passer. Tu sais. Donc, c'est périlleux, mais c'est pas automatiquement irréconciliable. Non, exactement. Je pense pas que ça annonce un divorce nécessairement. Non. C'est du grand Tortorella, c'est typique, mais il va peut-être y avoir, il va falloir réparer les pots cassés, puis en espérant que les ponts ne soient pas complètement brûlés. Pour la petite histoire, ça fait presque 10 ans, jour pour jour, qu'un capitaine n'avait pas été laissé de côté alors qu'il était en santé, là, ou pour pas reposer un gars, parce que, tu sais, des fois, il y a des équipes qui font ça. Là, on se rappellera des Panthers qui débarquaient à Montréal il y a 2 ans pour le dernier match, puis qui avaient laissé à peu près leur équipe au complet se reposer. Mais donc, si on met ça de côté, vraiment écarter un capitaine de la formation volontairement alors qu'il est en santé pour une autre raison qu'on n'est pas satisfait de son jeu. Le dernier, ça fait 10 ans, je disais 23 mars 2014. Voulez-vous vous risquer? La réponse après la pause. Restez là. La réponse après la pause. Dans le prochain épisode. C'était qui? On ne veut pas se risquer. Je vais juste vérifier l'équipe pour être certain. C'est ça que je pensais, ouais. C'était le capitaine des Panthers de la Floride je l'ai dit, ça fait 10 ans, le 23 mars 2014. Donc, est-ce que vous... Brian Skrudland? Non. Ed Jovanovski. Ah! Aïe, hein? Ça nous rappelle des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Ben, merci pour l'anecdote, Alex. Et le temps file, il faut te laisser aller bientôt parce que tu es en vedette dans une de ces émissions de radio qu'ils ont dans l'Ouest. Quand je dis ils ont, là, je parle de nous autres, là, Radio-Canada. 5 minutes.
Oui, bien, on va emballer ça rapidement parce que je l'ai annoncé, mais moi, c'est peut-être un sujet qu'on aura l'occasion de revisiter si jamais il y a des avancées, parce que de ce que j'ai compris, c'est la deuxième fois que la question est soulevée. Bon, vous le saviez, c'était la rencontre des directeurs généraux dans une de ces villes huppées de la Floride cette semaine. Puis, le sujet n'a pas été abordé officiellement, mais tentativement, Bill Daley aurait demandé au comité des 6 DG là, qui forment le comité exécutif des DG de tenter le pouls auprès des collègues, d'établir pas un échéancier, mais un cadre dans lequel à savoir s'il y a de l'intérêt pour discuter du fait que une fois que les séries sont commencées, le plafond salarial n'est plus une donnée, ce qui explique que, entre autres, Mark Stone pourrait revenir pour les séries, puis il pourrait jouer, même si à ce moment, si on était en pleine saison, ce serait pas le cas. Les amateurs, les partisanes du Canadien ont certainement encore du chagrin par rapport à ce que le Lightning et Nikita Kucherov avaient fait dans des circonstances très, très similaires. Puis j'en discutais avec Martin avant qu'on enregistre. Je comprends pas pourquoi. Il y a un plafond salarial toute l'année. Il y a des règles l'été. On peut le dépasser un peu, mais il faut revenir avant que ça commence. Pourquoi, pendant les séries, cette idée-là du plafond salarial n'existe plus, Martin? Écoute, je vais te résumer ma pensée assez rapidement. À mes yeux, le plafond salarial, c'est un outil économique. C'est pas un outil fait pour égaler les chances au niveau de la compétition. Il y a peut-être un corollaire à ça. Ça fait peut-être en sorte qu'il y a davantage de parité dans la Ligue nationale, mais c'est un outil économique pour empêcher les propriétaires de dépenser. C'est pour les protéger. Pour les protéger d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, exactement. Alors, le calcul, il faut le voir de façon globale et fait en sorte que les équipes ont une enveloppe budgétaire à respecter. Et si, de façon globale, pendant le calendrier régulier, tout le monde a respecté son enveloppe budgétaire, en séries éliminatoires, les joueurs sont plus payés, on ne tient plus compte de ça. Les gens ont eu l'occasion de faire leur équipe. Le système actuel de la Ligue nationale est le plus restrictif de tout le sport professionnel nord-américain aussi. Et si une équipe perd un joueur important parce qu'il est blessé durant la saison, c'est une des dernières chances d'avoir un petit peu de souplesse là, pour améliorer leur alignement. Qu'ont les directeurs généraux, d'acquérir un autre talent pendant qu'on a placé un joueur sur la liste des blessés à long terme et tout ça. Alors moi, honnêtement, ça me scandalise. Ça me scandalise pas, ça, que les alignements qu'on voit sur le patinoire aient des masses salariales de plus que 82 millions quand les séries commencent. Parce que je pense que c'est juste un outil pour empêcher de dépenser et que vraiment, le système est déjà très, très restrictif pour les équipes. Oui. L'inquiétude par rapport à ça, c'était que si tu es en série et puis, ça dure longtemps, c'est difficile, il y a des blessés, ça arrive souvent, et que tu es obligé de rappeler des gars, d'utiliser d'autres gars. Il faudrait que ça marche sous ton plafond salarial. Et puis, je me rappelle pas quelle équipe, en quelle année, donc ça aide pas beaucoup mon anecdote, mais il y a une équipe qui... Quel argumentaire! Oui, mais... À un moment donné, une affaire, à un moment donné... On peut le prendre d'un point de vue purement hypothétique. C'est que si les Maple Leafs de Toronto, par exemple, perdent plusieurs joueurs là, qui sont blessés pendant les séries éliminatoires, mais on ne veut pas les placer sur la liste des blessés à long terme parce que quand tu fais ça, ça vient avec un minimum là, de matchs que tu manques. Donc, on les laisse sur la liste des blessés régulières, compte encore sous le plafond salarial. Tu es obligé de rappeler d'autres gars. Très rapidement, on peut faire exploser le plafond. Et puis, comme en série, justement, il y a cet aspect-là là, les gars se blessent beaucoup. On arrive à un point de la saison où tout le monde est éreinté, magané, usé. C'est fréquent, c'est la norme, en fait. Là. Alors, c'est un peu l'inquiétude que s'il y avait une équipe, de ce que je comprends, là, que les équipes sont hypothéquées pas mal, des joueurs peuvent pas jouer, puis là, on pourrait pas nécessairement injecter du sang neuf puis faire en sorte que tout ça fonctionne sous le plafond salarial. Fait que c'est la raison pour laquelle on n'avait jamais vraiment voulu
s'attaquer à ça. Ouais. Là, je sais pas à quel point les directeurs généraux m'ont dit, il y en a quelques-uns qui voulaient qu'on explore la chose. Je serais surpris que ce soit la majorité là, qui serait partant pour qu'on change cette disposition-là. Puis même chez les joueurs, je pense aussi que la plupart, si on les questionnait, la plupart diraient laissez ça comme ça. Les DG veulent tous avoir de la souplesse là, pour gérer leur équipe et avoir la chance, profiter du peu de chance qu'ils ont d'améliorer leur équipe. Ouais. J'aurais préféré de loin qu'on s'attaque au plan Gold. Ouais. Donc, vous vous souvenez là, rapidement? Ouais, non, mais pas que les équipes sont éliminées, là, c'est pour déterminer l'ordre du repêchage. Ouais. Bon, ça j'aurais aimé ça. Et je sais, pour en avoir parlé avec des différents gens haut placés de plusieurs équipes, là, à l'époque où les femmes dans la LPHF avaient lancé le truc, je sais que c'est une idée qui séduit. Alors, je ne sais pas à quel point, mais je peux vous dire que parmi les dirigeants de la Ligue nationale, il y en a qui trouvent ça extrêmement intéressant, qui aimeraient qu'il y ait un petit peu plus de momentum médiatique, si on peut dire, d'élan, d'air d'aller, pour que ça s'invite justement à la réunion des directeurs généraux. Puis, il y a une personne qui m'avait dit ça très précisément en disant « C'est bon que tu écrives là-dessus, puis on espère qu'il y a d'autres gens qui vont le faire aussi parce que on veut mettre les projecteurs sur cet aspect-là. On veut que ça soit discuté pour justement que la Ligue soit peut-être forcée de le mettre à l'agenda à l'ordre du jour parce qu'on trouve ça intéressant. Alors, j'aurais aimé ça que ça vienne sur le tapis, mais bon, c'est voulu. Alexandre Gascon, le pion de la LNH. C'est bon que tu écrives là-dessus, le jeune. Continue. J'ai été manipulé, Alexandre. Voilà. Oui. C'est un vulgaire journaliste. Facilement manipulable, mais à ce qu'on dit même. Sûrement. Ouais. Et il faut le laisser aller. Il ira se faire manipuler ailleurs. Alexandre, on est plutôt convaincu que les manipulateurs seront comblés. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires. Est-ce que tu t'en vas à Seattle? Calme-toi, là. Calme-toi le déplacement, là. Tu rentres à la maison? J'aurais aimé ça, mais je rentre à la maison. Premièrement, je m'ennuie de vous autres. Ça, je peux comprendre. Accessoirement, lieu de mes enfants. Les enfants, oui. Alex, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, mon vieux. Bonne fin de séjour. Ça a été un plaisir, messieurs. À la prochaine. On se voit mardi. Salut. Et Martin Leclerc, tu es notre journaliste. Non, tu es notre chroniqueur. Pourquoi tu sais que j'ai appelé Marc-Antoine Godin Gagnon encore mardi? Ah oui. Pourquoi je fais ça? Vous autres, je vous échappe jamais. Je sais pas. Lui, il est nouveau encore. Il est encore... Ouais, mais... Martin Leclerc, tu es notre... quoi déjà? Oui. Notre gourou. C'est notre leader spirituel. Notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada. N'importe quoi. N'importe quoi. Merci infiniment, Martin. Bon week-end. Bon week-end. Je vous rappelle que Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de ce balado. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.